Le 5 février, Claude a annoncé ni plus ni moins que sa nouvelle version du modèle Claude Opus 4.6. Dans cette vidéo, vous allez voir un petit résumé de ce lancement, ce que ce nouveau modèle nous apporte, si ça vaut le coup ou pas, et on va donner notre avis aussi. Bon, contrairement aux anciens modèles, le modèle Claude Opus 4.6 se distingue par sa capacité à effectuer des tâches beaucoup plus longues de manière autonome, à planifier sur le long terme ou à réaliser des tâches d'ingénierie logicielle presque sans aide de l'utilisateur. En parallèle, Anthropic a bouclé son dernier tour d'investissement en se consolidant sur le marché, avec un financement de 10 milliards de dollars qui porte sa valorisation à 350 milliards. Maintenant, en plus, le modèle de Claude Opus 4.6 va nous permettre d'avoir une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Très bien, pour vraiment comprendre ce que signifie Claude Opus 4.6, le bond en avant qu'il représente, il faut le comparer à la version précédente, la 4.5. Et c'est que la transition entre une version et l'autre n'est pas linéaire. Opus 4.5 est sorti en novembre 2025, il y a seulement 3 mois, et se concentrait sur l'amélioration de la fluidité et des capacités de codage de base, ce que beaucoup d'entre nous ont remarqué. Et Opus 4.6 s'attaque aux limites structurelles qui permettent aux LLM de mener des recherches approfondies, les Deep Research. Et théoriquement, la promesse est que la 4.6 se différencie de son prédécesseur par 3 points clés. Le premier, on l'a déjà dit, c'est le contexte qu'on observe, où on passe de 200 000 tokens qu'on avait avant à 1 million de tokens, nous permettant d'interagir avec des... La deuxième promesse, c'est cette autonomie. Contrairement à la version précédente qui nécessitait un prompting plus constant, Opus 4.6 introduit l'orchestration native d'agents, ce qui permet de dériver les contextes et d'éviter un peu plus les hallucinations que pouvaient avoir les modèles précédents. Et la troisième nouveauté, c'est le raisonnement adaptatif. Avant, le modèle raisonnait de façon statique. Maintenant, on a un modèle dynamique où le modèle détermine combien de temps réfléchir avant de répondre, allouant ainsi ressources et calculs selon la complexité du système. Bon, au niveau des capacités, on les voit déjà. On voit qu'il a un knowledge work avec des scores GDP-Val de 1606, le meilleur qu'on ait vu jusqu'à présent. Il a une recherche agentique avec 84% de précision, le score le plus élevé de l'industrie. Il a aussi, comme toujours, le coding au-dessus de tous les autres. Et nous avions ce GPT 5.2 codex qui avait surpris et dépassé l'Opus 4.5 que ChatGPT avait sorti en réponse à ce Claude. Mais Claude, une fois de plus, dépasse à nouveau ce que sa propre concurrence lui présente. Gemini semble rester légèrement en retrait, avec près de 9 points d'écart par rapport aux deux entreprises. Et puis nous avons la section raisonnement. Il a une précision de 40 à 53,1% si on utilise des outils. Et la vérité, c'est que si on regarde ces benchmarks, évidemment, ça promet beaucoup. Vous devez bien sûr garder à l'esprit que les gens de Claude auront exposé les benchmarks où eux se démarquent. Et il y aura d'autres benchmarks qui sont probablement tous les autres qu'ils n'ont pas montrés, où eux ne se distinguent pas autant et restent plus en retrait. Et c'est qu'on voit ici, par exemple, que l'Agentic Coding, l'Opus 4.5, était légèrement supérieur, tout de même au-dessus de beaucoup de capacités. On voit que le raisonnement niveau diplômé, c'est mieux ChatGPT avec 93,2%, ChatGPT Pro. Le raisonnement visuel aussi, c'est mieux ChatGPT et Gemini, Gemini sans outils. C'est même mieux que ChatGPT avec outils, vous imaginez. Et le multilingue et le QA, c'est mieux Gemini, d'accord? Bon, évidemment, ce sont de simples statistiques et il faut vraiment tester au moment de vérité si l'agent fonctionne. La réalité, c'est que Claude fonctionne de mieux en mieux et c'est surprenant. Et maintenant, avec ces innovations qu'il nous apporte, où on n'aura plus ces goulets d'étranglement traditionnels pour récupérer l'info ou le raisonnement séquentiel qu'on avait avec Claude, maintenant on a en plus ce million de tokens supplémentaires. On voit que dans les contextes longs aussi, ça présente une grande amélioration comparée aux anciens modèles, et dans les contextes longs de raisonnement aussi, surtout comparé aux précédents, en paramètres d'1 million, n'en parlons même pas. Enfin bref, ils ont presque doublé les performances. En cybersécurité, encore une fois, ils se sont surpassés. Science de la vie aussi, et dans un test qui est le long, la cohérence à long terme, c'est le Vending Bench 2, a réussi à générer 8017,59 $, bien au-dessus des autres modèles, franchement. Donc, à mon avis, ce qu'ils ont fait avec cette mise à jour, c'est de donner au modèle la possibilité d'avoir un meilleur raisonnement à long terme
quelque chose de super positif. À long terme, je parle de contexte plus large. Pouvoir aussi avoir la capacité adaptative de décider combien de temps traiter une entrée, c'est aussi quelque chose qui va être très utile pour le modèle. On l'a déjà vu, les bons sont énormes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez qu'ils vont dans la bonne direction en essayant de gérer de manière autonome des projets plus importants? À mon avis, non, ils sont sur la bonne voie. Je pense qu'ils savent très bien quel public ils ont, contrairement à peut-être ChatGPT qui s'est concentré sur faire ce ChatGPT Codex, alors que la majorité du public de ChatGPT, je ne pense pas qu'ils sont programmeurs. Je dirais que si quelqu'un veut un outil d'IA pour programmer, il va sur Claude, mais depuis 2026, 2025 et en 2024 aussi, tu allais sur Claude. Et je pense qu'on parle de GPT 5.3 Codex, s'il va faire concurrence, sinon. Mais pour moi, ce qu'on a toujours vu, c'est que Anthropic a toujours une carte ou un as dans sa manche. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que leurs tarifs sont assez élevés et en plus, récemment, ils ont mis des limitations dans leur chat, transformant l'abonnement de base à 18 € par mois en une sorte de version d'essai payante, où tu utilises le modèle et après plusieurs interactions, il te dit simplement que tu n'as plus de messages. On verra si la possibilité de générer des résultats de façon plus efficace ou plus précise permet aussi à l'utilisateur d'interagir moins avec l'IA ou d'avoir plus de messages. C'est le seul point négatif que je finirai par y voir, non? Que si tu veux vraiment utiliser Claude ou que tu vas utiliser le modèle le plus cher, celui à 90 € par mois ou celui à 18 € par mois, dès que tu as un projet un peu conséquent, qui n'a même pas besoin d'être énorme, tu vas vite épuiser tes messages quotidiens et encore plus si tu utilises l'IA au quotidien de façon constante, tu vois? C'est ce que beaucoup de gens disent, l'avis de pas mal de monde, et bon, je suis là pour vous informer. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau Claude. Vous avez trouvé ça intéressant? Ça vous plaît, non? Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Très bien, avec l'arrivée récente de la nouvelle version de Claude Opus 4.6, OpenAI s'est aussi réveillé et a décidé de nous présenter ce 5 février, le même jour que la sortie de Claude, le ChatGPT Codex 5.3. On va analyser ce nouveau modèle, voir ce qu'il nous apporte de nouveau. Ils nous ont promis de passer de ce chatbot passif à un outil plus agentique, mais voyons voir ce qui nous attend vraiment. Parce qu'avec ChatGPT, on vient d'une histoire assez triste, c'est qu'avec ce 5.2 qu'ils ont sorti, c'est un modèle qui certes s'est concentré davantage sur la programmation et a renforcé ce petit créneau, mais je pense qu'il a laissé tous les autres loin derrière. En fait, je crois qu'eux-mêmes ont reconnu qu'avec la version 5.2, ils ont eu des problèmes. On est passé d'un modèle comme GPT-4 qui te donnait systématiquement raison à un modèle comme GPT 5.2. Je parle du mode Extended Thinking, celui que j'utilisais, qui carrément ne t'écoute même pas. On parle du fait que peut-être je discute avec un client et je demande à ChatGPT de répondre à son message en lui disant que je ne veux pas lui envoyer de devis. Et ChatGPT 5.2 en Extended Thinking va me forcer à rédiger un email où je détaille les différents tarifs et les différents forfaits que je peux lui proposer. C'est-à-dire, c'est une chose que je te demande ton avis et que tu me donnes raison sans aucun doute, même sur des points contraires comme avec GPT-4, et c'en est une autre que je te demande quelque chose et que tu ne le fasses pas. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT. Cela dit, je suis actuellement sur la version d'essai de Gemini, ça me plaît pas mal. En plus, j'avais besoin d'un modèle de génération d'images puissant et je pense que Nano Banana Pro est exactement ce qu'il me faut. Mais j'ai utilisé ChatGPT pendant des années, tu vois. La version premium, je crois que je l'ai utilisée pendant presque un an et quelques, et ce 10 février, j'ai arrêté de payer simplement parce qu'il ne m'écoutait pas. En plus, les messages mettaient un temps fou à se traiter. Alors voyons voir ce qu'il nous présente avec ce 5.3. J'ai peur qu'il continue dans la même direction. J'ai beaucoup confiance en cette entreprise, mais il est vrai que ces derniers mois, malgré tout le développement qu'ils ont accompli et le raisonnement profond qu'ils ont obtenu, ce qui est très bon, il est vrai que j'ai le sentiment que sur d'autres aspects, ça s'est dégradé. Bon, pour bien comprendre l'ampleur de ChatGPT 5.3, nous devons comprendre le contexte de crise qu'il y a eu dans son développement. Et c'est qu'en 2025, en décembre 2025, Sam Altman a déclaré un code rouge au sein de l'entreprise. Et ce n'était pas une manœuvre tactique, mais vraiment un vrai code rouge.
Et c'est qu'à fin décembre 2025, je suppose qu'ils ont été confrontés au fait que ChatGPT était un peu en déclin, que Nano Banana Pro propose pratiquement les meilleures images à bas coût du marché et que Gemini 3 est sorti en introduisant des capacités de raisonnement latérales et une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Et vraiment, Gemini 3 a prouvé qu'il avait une capacité supérieure à résoudre des problèmes. Et des problèmes en proposant des solutions là où des modèles comme GPT 5.2 donnaient des réponses trop littérales ou trop linéaires. De plus, comme on le sait, Google a aussi un avantage. En plus d'avoir ses propres modèles d'IA, il dispose aussi de tout un écosystème. Il possède un réseau social super important comme YouTube, le meilleur moteur de recherche qui soit, Google, il a tout Google Drive, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil super puissant et ils intègrent de plus en plus Gemini, même dans les emails, ce qui fait que ça vaut de plus en plus le coup d'avoir cet outil. Donc vraiment, Google a maintenant les cartes en main pour être le modèle leader en cette fin de 2026. Et c'est que OpenAI pour le 5.2 a reçu beaucoup de plaintes. Ils l'ont comparé au GPT-4, et franchement, l'un des plus gros reproches, c'est la latence des réponses. Franchement, je demande une tâche au meilleur modèle de Gemini 3 Pro, celui qui théoriquement raisonne le plus et prend le plus de temps, et peut-être qu'il met 1 minute à me répondre, alors que ChatGPT pouvait prendre 15, 20 minutes. Parfois, la page buguait. Il passait 20 minutes à réfléchir sans donner de réponse. Clairement, était-ce vraiment nécessaire de passer 20 minutes à traiter cette info, aussi bien que ce soit? Oui, c'est vrai, c'est bien, mais Gemini l'a aussi bien fait et a pris 15 fois moins de temps que toi. Et puis, théoriquement, il y avait aussi des refus inutiles dus à des filtres de sécurité excessivement zélés. Et la réponse a été d'optimiser l'infrastructure d'inférence en migrant vers des clusters NVIDIA GB200 NVL72, ce qui a permis à GPT 5.3 d'être 25% plus rapide que ses prédécesseurs. Et maintenant, théoriquement, il a des capacités agentiques autonomes, et c'est que franchement, chaque chat a un plafond de productivité, et pour augmenter ce plafond, il faut plusieurs modèles qui puissent travailler sur des horizons plus longs, comme débugger un dépôt complet, faire une thèse et bon, des tâches plus avancées. Et ça a abouti au développement de GPT 5.3 codec comme un agent et pas juste comme un générateur de texte. Et en plus, ils cherchent aussi une verticalité du produit. Et c'est que face à la menace de Google Suite, OpenAI a aussi sorti d'autres produits indépendants comme Prism pour la recherche scientifique, Atlas pour la navigation web et l'appli Codex pour le développement logiciel. C'est vrai que beaucoup de ces outils ne sont même pas encore disponibles dans certains pays où on n'a même pas accès à la version complète et tout, mais il faut voir comment ça évolue. C'est vrai aussi que les gens d'OpenAI disent déjà évidemment que c'est le modèle de codage agentique le plus performant du marché à ce jour. Et l'un des trucs les plus disruptifs, c'est le rôle que le modèle lui-même a eu dans sa propre création. Selon la documentation technique, les versions préliminaires du modèle ont été instrumentées pour déboguer les exécutions d'entraînement du nouveau modèle. C'est un effet connu sous le nom de bootstrapping, qui signifie qu'il n'apprend pas seulement des données générées par l'homme, mais aussi de lui-même. Et contrairement aux anciens modèles Codex ou modèles classiques entraînés séparément, GPT 5.3 Codex est le premier à fusionner les entraînements Codex et GPT-5 en un modèle unifié, combinant théoriquement le raisonnement et la connaissance du monde avec l'ingénierie logicielle. De plus, GPT 5.3 présente quelque chose de très intéressant. Avec tous les modèles actuels, si tu envoies un prompt, tu dois attendre que l'agent ou le modèle finisse de réfléchir avant de pouvoir corriger l'erreur qu'il a commise. Eh bien, théoriquement, GPT 5.3 a changé ça. C'est qu'on peut interrompre l'agent de façon constructive pendant qu'il bosse, ce qui franchement en fait un truc super puissant. Surtout pour des tâches comme, par exemple, créer un site web et tu vois qu'il se plante sur les couleurs, tu lui précises de bien faire les couleurs et tout. Faudrait voir après comment ça marche vraiment en pratique, si ça fonctionne aussi bien que ça. Et puis bon, j'aimerais vraiment voir comment tu repères l'erreur pendant qu'il génère, si souvent ce qu'il fait d'abord c'est réfléchir puis te donner le résultat. Mais bon, comme on parle de codex, on va comprendre qu'il te montre le code et tout ça. Mais c'est vrai que pour un modèle comme GPT 5.2 Extended Thinking ou autre, je trouve ça compliqué parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est réfléchir et réfléchir et réfléchir, puis te donner le résultat. Même si tu peux voir comment il réfléchit, si tu vois pas ce qu'il t'écrit comme résultat, c'est compliqué de vraiment donner une instruction. Bon, il y a aussi une transparence dans le processus de réflexion, c'est que le modèle va nous indiquer les étapes qu'il suit. Ça, on l'avait déjà vu, et en gros, il va maintenir le contexte entre les différents modèles. D'accord? C'est que parfois, on perdait un peu le fil en passant d'un modèle à l'autre. Exactement. En gros, souvent, il cassait le fil de la conversation. Et voilà, comme ça, on pourra garder une mémoire des objectifs du projet. Très bien, on va passer au benchmark. D'abord, on a le terminal bench où on voit que GPT 5.3 Codex obtient 77,3% au terminal bench, ce qui est un résultat massif comparé aux 64% de GPT 5.2 Codex. Et aussi,
Claude Opus 4.6 avait 65,4%, donc théoriquement sur cet aspect, il est dépassé. Le terminal bench met essentiellement les modèles à l'épreuve dans les terminaux, d'accord? Le terminal d'un, un CMD, d'accord? Ce qu'on ouvre ici dans ce type de contexte. En plus, on a le benchmark d'Oswald Verified, qui fait 64,7%, mais il reste derrière Claude Opus 4.6, qui lui atteint 72,7%. Il dit Oswald est une référence pour l'utilisation d'ordinateurs avec des agents où l'agent doit accomplir des tâches de productivité dans un environnement de bureau visuel. Bon, il reste derrière, c'est que pour tout ce qui est ouvrir des applications, manipuler des menus visuels et tout ça, Claude reste devant. C'est vrai qu'il n'est plus aussi loin devant qu'avant avec ce 38,2. Il y a eu une très grosse amélioration d'une version à l'autre, mais ça reste en dessous, non? Ici, on nous dit que les humains, eux, ont environ 72% de réussite, ce qui, bon, essaie de le comparer à l'humain moyen de 29 ans. Ensuite, on a le SW Bench Pro, qui en gros mesure la capacité à résoudre de vrais problèmes GitHub dans des dépôts populaires, et on voit qu'il a 56,8%. Ça représente une augmentation, bon, légèrement significative par rapport aux 56,4% du GPT 5,2 codex. Et oui, l'amélioration peut sembler marginale, mais au-delà de cette petite amélioration, il y a aussi un gain d'efficacité et la capacité de gérer des tâches pendant des sessions plus longues. Et aussi, le modèle semble avoir certaines limites. C'est que, malgré les améliorations, le modèle fait encore face à des défis dans des dépôts massifs de plus de 150 000 nœuds, où parfois il souffre de perte de mémoire et oublie les définitions qui étaient données auparavant. On a aussi le GDP-Val, où on évalue essentiellement les tâches professionnelles dans 44 métiers, comme l'analyse financière, la rédaction juridique, etc. Et le modèle égale ou dépasse la performance d'experts humains à 70,9%, le même qu'on a dans GPT de 5.2 XI. On voit que sur les défis de cybersécurité, ça s'est amélioré aussi de quelques points, presque 10 points. Mais bon, ça, comme on sait, ce sont simplement des benchmarks. En plus, ils nous montrent ceux qui les intéressent le plus. Et il faudrait vraiment tester le modèle pour pouvoir finir de donner un avis complet sur si ce modèle sera bon ou pas. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont essayé d'optimiser un peu les performances par rapport à ce qu'ils avaient avant, ce qui est évidemment une amélioration brutale, mais ça là. Mais je ne sais pas si ça sera à la hauteur, dans ce cas, d'un Claude Opus 4.6 peut-être. Moi, évidemment, en tenant compte un peu d'où on vient, j'ai l'impression que de plus en plus, GPT-5 et OpenAI font des promesses vides. C'est mon avis, qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est vrai que si tu compares avec Claude ou avec Gemini, c'est vrai que dans les benchmarks, tout a l'air très joli, mais quand tu passes à l'utiliser, bon. C'est vrai que dans mon cas, par exemple, le GPT 5.2 pour la programmation, je dois dire que c'est la seule chose dont je n'ai pas à me plaindre, d'accord? En fait, ça marchait vraiment bien. En plus, tu l'as de façon illimitée, contrairement à Claude, ce qui est un gros avantage parce que ça te permet d'itérer beaucoup plus et de faire beaucoup plus d'erreurs ou beaucoup plus de tests. Je pense que pouvoir itérer au milieu d'un prompt, c'est quelque chose de très intéressant. Il faudra voir comment ça se passe en pleine exécution, mais ça peut vraiment changer la donne, pour le meilleur ou pour le pire, d'accord? Parce que je ne sais pas comment ça va affecter l'IA en plein raisonnement de devoir le restructurer. En fait, je pense qu'il faudrait pratiquement tout recommencer à zéro. Ce serait comme lui renvoyer le prompt une nouvelle fois, d'accord? Je ne sais pas s'ils ont fait comme ça, je ne sais pas, on verra bien. Mais ce qu'on a vu de ces GPT ces derniers mois, c'était vraiment que de la fumée et encore de la fumée. Au moins, ils admettent déjà avoir des problèmes, ce qui est la première étape, je pense. Ils essaient de se diversifier avec différents outils pas très remarquables pour l'instant, mais on verra avec le temps s'ils créent un écosystème intéressant. ChatGPT reste un très bon modèle, ne vous méprenez pas, mais les plaintes sont réelles, les chiffres parlent d'eux-mêmes, de plus en plus de gens passent à Gemini. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'utilisais ChatGPT jusqu'à hier, littéralement, et évidemment, je préférerais utiliser ChatGPT plutôt que rien du tout. Mais vous pensez que c'est mieux, que ça a été à la hauteur? Vous pensez que Claude s'est vraiment démarqué avec ce million de tokens de contexte? On voit que Gemini est assez à l'écart sur la programmation, non? Il ne se concentre pas vraiment sur le marketing pour mettre en avant cet aspect. Mais c'est pas un mauvais modèle non plus, hein? C'est pas un mauvais modèle. J'ai vu des tests sur Internet comparant les trois modèles et Gemini donnait parfois de meilleurs résultats que Claude et GPT. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, toutes les opinions sont les bienvenues et on verra ce que le monde de l'IA nous réserve. Merci beaucoup.